Bonjour à tous, je suis Franck et je suis ravi de vous retrouver pour cette partie 4, analyse globale de la prescription. Avant de commencer, j'aimerais juste vous préciser que ces petites capsules vidéo n'ont absolument pas la prétention de remplacer le cours de votre formateur. C'est vraiment une petite aide, histoire de se remémorer les parties importantes du commentaire technique écrit et surtout la façon dont vous devez le structurer. Mais en aucun cas, ça ne remplacera le cours de votre formateur. Dans cette partie, donc 4, elle va se scinder en plusieurs sous-parties. La première sous-partie est le but thérapeutique. Le but, en fait, d'avoir fait l'analyse au départ des spécialités est de pouvoir dégager le but thérapeutique, c'est-à-dire, au final, à quoi servent les médicaments qui ont été prescrits pour ce patient. Alors, il peut y avoir plusieurs pathologies, comme vous l'aurez certainement noté dans votre tableau. Et dans cette partie but thérapeutique, il faudra, en quelques phrases, donner l'indication précise de la prescription. Donc, il faudra dégager là où les pathologies pour laquelle le patient donc est traité. Et attention, vous devrez faire le lien avec les spécialités et le dispositif médical prescrit. C'est assez simple, il suffira de reprendre votre tableau, de prendre la colonne indication thérapeutique et de la mettre donc en parallèle avec la colonne spécialité. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir dégager l'indication thérapeutique de l'ordonnance. Je vous ai mis un petit exemple correctement rédigé. Ça pourrait se rédiger ainsi. L'ordonnance donc est destinée à un adulte présentant une hypertension artérielle qui sera traité donc avec du bisoprolol, de l'isoptine, de l'aldactazine. Le patient présente également une constipation occasionnelle, ici traitée avec du dulcolax. Il souffre également d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs, donc qui sera traité avec des bas de contention de classe 2. Ce n'est qu'un exemple, bien évidemment. La deuxième sous-partie de cette partie 4 est les associations bénéfiques. Alors là, c'est une partie qui est un petit peu plus complexe, étant donné qu'on va vous demander d'analyser les médicaments qui sont prescrits et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'ils sont associés entre eux. Alors déjà, pour traiter cette partie, ça vous implique de connaître les différents types d'associations qui sont possibles. Il existe des associations ayant pour but de corriger un effet indésirable d'une spécialité. Il existe également des associations ayant pour but d'associer traitement de crise et traitement de fond. Des associations qui permettent de jouer sur plusieurs composantes de la maladie. Des associations bénéfiques également qui vont utiliser plusieurs voies d'administration dans un même but thérapeutique. Vous aurez également association médicament-dispositif médical. Et puis, vous rencontrerez également, donc, au sein d'une même prescription, plusieurs spécialités dans un même but thérapeutique, ou au sein d'une spécialité, plusieurs molécules qui vont jouer en synergie, en fait, mais dans un même but thérapeutique. Pour dégager les associations bénéfiques et surtout pour les expliquer, il faudra que vous vous aidiez de la partie pharmacodynamie, donc des monographies du Vidal. Je vous ai mis un exemple d'une association correctement rédigée. Donc, vous devez toujours citer le type d'association. Donc ici, par exemple, associer plusieurs molécules dans un même but thérapeutique. Donc, ici, on va agir donc sur le diabète en associant un sulfamide hypoglycémiant et un antidiabétique oral. Ensuite, vous allez devoir expliquer l'association. L'explication, vous la faites à partir de la partie pharmacodynamie. Ici, dans la monographie, on vous dit que le Daonil permet de diminuer la glycémie de façon aiguë par stimulation de la libération d'insuline par le pancréas. Et on vous dit que le glucophage a des effets anti-hyperglycémiants et qu'il va donc réduire la glycémie basale et postprandiale. On a donc une association bénéfique entre ces deux médicaments et ces deux médicaments vont agir en synergie. La partie 3, la sous-partie 3 de cette grande partie 4 sont les interactions médicamenteuses, les contre-indications et les posologies.
Alors attention, déjà, petit rappel, seules les interactions médicamenteuses contre-indiquées, les contre-indications, ainsi que les posologies dépassées constituent des erreurs majeures. Cela implique que les spécialités concernées par ces 3 types d'erreurs majeures ne seront pas délivrées et que pharmaciens et prescripteurs seront prévenus. On commence donc avec les interactions médicamenteuses. Déjà, il faut savoir qu'il y a 4 types d'interactions médicamenteuses. Une interaction médicamenteuse, c'est une interaction qui se produit entre 2 voire plusieurs médicaments. Donc c'est bien un problème médicament-médicament. Vous devrez donc relever les interactions médicamenteuses en tenant compte de leur niveau de gravité. Je vous disais qu'il y en avait 4 types. Le niveau le plus haut sont les interactions médicamenteuses contre-indiquées. Vous retrouvez ensuite les interactions médicamenteuses déconseillées, les interactions médicamenteuses avec précaution d'emploi et les interactions médicamenteuses à prendre en compte. Vous devrez citer les spécialités concernées par l'interaction, vous devrez indiquer les risques pour le patient et puis vous devrez également indiquer la conduite à tenir. Donc j'ai repris les 4 niveaux d'interaction médicamenteuse, donc je les répète, interaction médicamenteuse contre-indiquée, celle-ci est une erreur majeure. Ça veut dire que les spécialités concernées par cette interaction médicamenteuse ne seront pas délivrées. Médecins et pharmaciens seront prévenus. Vous retrouvez ensuite les interactions médicamenteuses déconseillées, les interactions médicamenteuses avec précaution d'emploi et les interactions médicamenteuses à prendre en compte. Au niveau de la rédaction d'une interaction médicamenteuse contre-indiquée, IMCI. Donc je le répète encore une fois, c'est une erreur majeure. Dans la rédaction, vous devez relever le niveau donc, de l'interaction médicamenteuse. Ici, contre-indiqué. Interaction médicamenteuse contre-indiquée. Vous devrez citer donc les spécialités concernées. Vous devrez donc donner les risques aux patients et donner la conduite à tenir. La seule conduite à tenir lorsqu'on est en présence d'une interaction médicamenteuse contre-indiquée, c'est de ne pas délivrer les médicaments qui sont, attention, les médicaments qui sont concernés par l'interaction médicamenteuse et de prévenir pharmaciens et prescripteurs. Exemple d'une interaction médicamenteuse contre-indiquée correctement rédigée. Donc, interaction médicamenteuse contre-indiquée entre Zeclar et Zocor. Risque pour le patient. Le macrolide réduit le métabolisme hépatique de la simvastatine avec un risque de rhabdomyolyse. La conduite à tenir, c'est je ne délivre pas les 2 spécialités et je préviens le pharmacien qui contactera donc le médecin. Au niveau de la rédaction des autres interactions médicamenteuses, donc interaction médicamenteuse déconseillée, interaction médicamenteuse avec précaution d'emploi et interaction médicamenteuse à prendre en compte. Vous devrez relever l'interaction avec son niveau, en précisant bien donc si le niveau est déconseillé avec précaution d'emploi ou à prendre en compte. Vous devrez citer les spécialités concernées, vous devrez donner les risques encourus par le patient et donner la conduite à tenir. La conduite à tenir est de délivrer les spécialités concernées, mais attention, vous devrez donner les conseils pour la prise et l'emploi du médicament ou des médicaments et avertir votre pharmacien. Donc au niveau d'un exemple en fait d'interaction médicamenteuse, ici avec précaution d'emploi correctement rédigée. Interaction médicamenteuse avec précaution d'emploi entre le Smecta et les autres médicaments pris par voie orale. Le risque pour le patient, c'est que le Smecta, qui est un absorbant, et qui a des propriétés qui vont pouvoir modifier le délai et les taux d'absorption des autres médicaments qui lui sont associés. La conduite à tenir sera donc de délivrer le Smecta, mais en précisant bien au patient de l'administrer à distance d'au moins 2 heures. Donc ici, dans l'ordonnance, c'était du Doliprane et du Turfan, mais dans tous les cas, donc c'est à 2 heures des autres médicaments qui sont prescrits. La sous-partie 3, c'est la partie contre-indication. Une contre-indication, je vous rappelle que c'est un souci qui peut se poser entre médicament, patient. C'est au niveau du patient, son âge, son poids, son sexe et bien sûr ses pathologies. L'objectif est de relever les contre-indications.
je vous rappelle qu'une contre-indication est également une erreur majeure. On doit expliquer au patient également le risque. On doit donner la conduite à tenir. Quand vous êtes en présence d'une contre-indication, la seule conduite à tenir est de ne pas délivrer le médicament et de prévenir pharmaciens et prescripteurs. Exemple d'une contre-indication correctement rédigée. Donc, Oflocet est contre-indiqué chez les patients épileptiques. Le risque pour le patient, c'est qu'il abaisse en fait le risque épileptogène et peut provoquer des crises convulsives. La conduite à tenir est de ne pas délivrer l'Oflocet et d'informer pharmaciens et prescripteurs. Ce ne sont que des exemples, c'est juste en fait pour vous montrer un petit peu la façon dont elles sont rédigées, ces contre-indications. Toujours dans cette sous-partie 3, les posologies. Alors l'objectif est de signaler et surtout d'alerter, donc au sein de la prescription, une posologie qui serait dépassée. Et attention, vous devez présenter tous les calculs qui justifient le dépassement de posologie par prise ou par 24 heures. Je vous rappelle également qu'une posologie dépassée constitue une erreur majeure. Vous devez également signaler et alerter un cumul éventuel avec des doses dépassées. Vous aurez peut-être, dans une prescription, plusieurs molécules identiques dans des spécialités différentes. Il faudra donc que vous pensiez bien à aller ajouter donc les différentes posologies pour vérifier qu'il n'y ait pas de cumul éventuel de doses et que ces doses du coup dépassent les doses maximales ou usuelles des tableaux donc de posologie de la pharmacopée. Vous devrez également relever les cumuls éventuels, même si la dose n'est pas dépassée, vous devrez signaler au patient que la spécialité concernée est à sa dose maximale et de ne pas bien sûr dépasser les posologies. Il faudra également signaler les modes d'emploi incorrects, par exemple si le plan de prise n'est pas respecté, etc., etc. Mais dans tous les cas, ça ne constitue pas une erreur majeure. Il faudra signaler la nécessité d'alerter le pharmacien en cas de différents petits soucis relevés dans cette partie-là. Rappel, très important pour un adulte, on partira du principe qu'une posologie donc est dépassée quand la dose maximale par rapport au tableau de posologie par prise et ou par 24 heures de la pharmacopée donc est dépassée. Et pour un enfant, un nouveau-né, un nourrisson, une posologie sera considérée comme dépassée ou anormale quand la dose usuelle par rapport au tableau de posologie par prise et ou par 24 heures de la pharmacopée est dépassée. Donc attention, il faut vraiment se baser sur les tableaux fournis dans vos monographies, donc des tableaux de la pharmacopée. Exemple. La dose maximale du paracétamol inscrite à la pharmacopée est de 1 g par prise et de 4 g par 24 heures. Dans l'ordonnance qui était présentée, le patient prenait un comprimé à 1000 mg 5 fois par jour, soit 5000 mg par 24 heures. La posologie par 24 heures est dépassée, je ne délivre pas la spécialité et j'informe pharmacien et prescripteur. Attention, on vous demande de bloquer, c'est-à-dire de ne pas délivrer dès l'instant où vous êtes en présence d'une erreur majeure. On ne vous demande pas de rectifier les posologies, même pour un médicament qui est un médicament d'automédication qui n'est pas listé. On vous demandera de le bloquer. On ne vous demande pas de rectifier les posologies. Vous avez ensuite une petite conclusion, donc qui est la 4e sous-partie. Attention. Dans cette partie conclusion, ce sont les erreurs majeures qui sont reprises. Donc soit il n'y a pas d'erreur majeure, soit il y en a. S'il n'y a pas d'erreur majeure, vous écrirez juste que l'ordonnance ne comporte aucune erreur majeure et qu'elle pourra être délivrée dans sa totalité. Soit vous êtes en présence d'une ou plusieurs erreurs majeures et vous conclurez donc cette partie en disant que la prescription comporte une erreur majeure ou plusieurs, vous la ou les citez. Vous rappelez bien que vous ne délivrez pas donc les spécialités, vous citez éventuellement les spécialités à ne pas délivrer, et que votre pharmacien et médecin sont prévenus.
Vous avez donc la dernière sous-partie de la partie 4 qui est la partie délivrance, dispensation, c'est ce que vous allez réellement donner à votre patient. L'objectif est d'indiquer la quantité à délivrer en fonction du conditionnement et de la forme galénique, et bien évidemment en fonction du nombre de renouvellements qui sont éventuellement notés sur les prescriptions. Vous devrez également indiquer ne pas délivrer en cas d'erreur majeure en face de la spécialité. N'oubliez pas, dans cette partie délivrance, vous devrez retrouver 5 éléments. 5 éléments, c'est-à-dire les 4 spécialités prescrites ainsi que le dispositif médical. Je vous ai mis donc à titre d'exemple une ordonnance qui était vraiment en exemple. Donc paracétamol 1 gramme, on allait délivrer une boîte de 8 comprimés à renouveler 3 fois. La spécialité numéro 2, à 250 mg, elle était en gélule, il y avait certainement une erreur de posologie ou autre, donc ne pas délivrer. La spécialité numéro 3, 500 mg, une boîte de 14 comprimés, ne pas renouveler. La spécialité 4, à 25 mg, une boîte de 28 gélules gastro-résistantes à renouveler 3 fois. Et notre dispositif médical qui était ici un collier cervical, on en avait donc une boîte à délivrer de classe 1. Dans cette partie délivrance, vous reprenez bien le nom de la spécialité, son dosage, et dans la délivrance, vous précisez bien la forme galénique. S'il est nécessaire de renouveler, vous précisez le nombre de renouvellements. Si la spécialité n'est pas délivrable parce qu'il y avait dessus une erreur majeure, eh bien il faudra préciser ne pas délivrer, et vous n'oubliez pas donc le dispositif médical qui constitue le 5e élément de cette partie. Voilà, donc ensuite nous avons les formalités de délivrance. Donc les formalités de délivrance, c'est la partie grand 5. Là aussi je vais vous faire une vidéo, une petite très courte vidéo en fait sur cette partie-là. Merci à tous et je vous retrouve pour la partie suivante.